Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler des résultats d'ASML qui ont été publiés mercredi. On va rappeler rapidement le business model de l'entreprise, voir les derniers chiffres qui ont été publiés et ensuite on regardera la valorisation de l'entreprise dans son ensemble afin de répondre à la question est-ce que je pourrais l'acheter, est-ce qu'elle m'intéresse et si oui, pourquoi. Évidemment, comme d'habitude, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement, je vous partage ce que je fais, mes chiffres, ma vision des choses, mais c'est votre argent, au final, vous prenez vos décisions. ASML, c'est le leader mondial de la fabrication de machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. En gros, c'est l'entreprise qui fabrique les machines qui sont à la base des semi-conducteurs et ce sont des machines qui vont venir graver le silicium pour fabriquer les toutes petites puces électroniques qui ensuite vont rentrer dans les serveurs de calcul en intelligence artificielle ou même dans la majorité des composants électroniques, les processeurs, etc. Et petite précision, c'est une entreprise européenne et donc on peut la voir en PEA. On avait déjà fait une vidéo il y a quelques mois sur l'entreprise, donc ça va aussi nous permettre de comparer avec ce qu'on s'était dit à l'époque. Ils viennent de nous donner le chiffre d'affaires pour toute l'année 2024. Ils ont fait 28,2 milliards de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 7,5 milliards, ce qui nous fait une marge nette à 26,7%. Si vous prenez la croissance du chiffre d'affaires depuis 2019 ici en annuel, vous voyez que c'est un business qui n'a pas une croissance très régulière. On a du cyclique, et d'ailleurs c'est un petit peu le cas aussi par exemple chez Apple dans la vente de téléphones, dans l'automobile, etc. On reste sur une entreprise qui vend des machines aux fabricants de composants électroniques, comme Taiwan Semiconductor, qui est leur client le plus connu, et évidemment, quand les clients des clients ont moins de business, typiquement les marchands d'ordinateurs, de téléphones, de voitures, etc., ça remonte toute la chaîne, et donc les carnets de commandes peuvent fluctuer quand même pas mal chez ASML, et ça se voit très bien sur les chiffres au niveau de mon pointeur rouge, parce que vous avez des années avec des plus 30% de chiffre d'affaires, des années comme par exemple ici en 2022 à 13,7%, et sur 2024, on vient de faire plus 2,55% sur le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires est pratiquement plat, on est à moins de 3% de croissance, ce qui nous confirme l'année difficile qu'on avait déjà discuté dans la vidéo précédente sur la chaîne. Ensuite, l'entreprise nous donne ses attentes en termes de chiffre d'affaires pour 2025. Et là, j'étais un petit peu surpris parce qu'en fait, ils nous donnent de 30 à 35 milliards. Ça fait une plage absolument énorme. Il nous donne une croissance pour 2025 entre plus 6 et plus 23%. Ça fait quand même beaucoup. Généralement, les entreprises, elles vous disent où elles vont aller à plus ou moins quelques pourcents. Surtout qu'on n'est pas sur une entreprise en début de courbe en S avec une forte adoption. On n'est pas sur une disruption. C'est les leaders du secteur. Ils ont pignon sur rue et donc je suis quand même assez surpris qu'ils n'arrivent pas à nous donner une croissance. Et là, bonne chance pour les personnes qui vont faire leurs projections et on va en parler plus tard parce que je mets quoi dans la croissance quand même l'entreprise, elle ne sait pas. Même eux, ils savent pas trop nous dire. Alors moi, qu'est-ce que je vais mettre dans mon analyse? Et si je peux pas faire des chiffres, ça va pas du tout me rassurer pour investir. Bon, après, on va quand même voir si l'entreprise de qualité. Mais par contre, très difficile de projeter déjà, j'ai l'impression, puisque même eux, ils ne savent pas vraiment. Après, pour leur défense, ça pourrait quand même paraître logique. Ils ont une demande très cyclique, et si leurs clients ne leur passent pas les commandes en avance et ne leur disent pas cette année on aura besoin de tant de machines, ça peut être aussi difficile pour eux à prévoir, parce qu'évidemment, ils vendent des très grosses machines. C'est pas comme la vente de canettes de Coca où on arrive à gérer les volumes, à savoir combien on va écouler de canettes chaque année. On passe maintenant aux titres en bourse et aux chiffres. Alors l'entreprise s'était bien reprise après les résultats, puisqu'on voit quand même que les résultats ont été bons. Finalement, le chiffre d'affaires a quand même eu une croissance, alors qu'il y avait des vraies peurs sur la croissance du chiffre d'affaires. Les marges tiennent et ils ont quand même des prévisions de vente à la hausse en 2025. Donc a priori, on ne va pas avoir une baisse du chiffre d'affaires. Donc on voit qu'ils avaient pris autour de 10-12% lors de l'annonce des résultats. Et le titre sur le long terme, c'est quand même bien comporté. Si je monte vous remontrer le graphique, c'est une entreprise qu'on payait un petit peu au-delà des $200 en 2020. Donc quand ça avait bien baissé pendant la pandémie, et depuis le titre s'est quand même vraiment apprécié. On va aller voir les chiffres ensemble. Donc au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, si je vous mets ici depuis 2019, on voit qu'on a fait un peu plus de 18% de croissance par an, ce qui est élevé. Cependant, vous voyez qu'en 12 mois glissants, on a vu ce ralentissement. Et a priori, le chiffre d'affaires va repartir, sachant que là, on a les chiffres que de juin, mais nous, on a vu qu'en 12 mois glissants, ils viennent de faire, on va retourner voir ensemble parce que je ne l'ai plus en tête, ils ont fait, c'est ici, 28,2 milliards. Donc, on voit que la courbe est en train de repartir à la hausse et on aura eu une baisse sur le chiffre d'affaires, mais momentanée. Et si je remonte à peu près sur une dizaine d'années 2014, on a eu une croissance composée autour de 15% par an, ce qui n'est pas négligeable. Je comprends que l'entreprise se soit très bien comportée en bourse parce que 15% par an de croissance sur le chiffre d'affaires, c'est des très beaux chiffres, il faut le dire. Donc clairement, félicitations à eux. Au niveau des marges, je voulais vous montrer plusieurs points.
Les marges brutes tiennent très bien, donc ça veut dire qu'ils maîtrisent bien leurs coûts de fabrication. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est aussi généralement quelque chose qui montre une capacité à fixer les prix. Si les marges brutes bougent peu, ça veut dire qu'on n'est pas en train de vous négocier le prix de vente et que c'est vous qui fixez le prix par rapport à vos coûts de fabrication. Évidemment, il y a toujours des limites, vous ne pouvez pas les vendre à un prix infini, mais il n'empêche qu'une marge brute qui est en train de monter, c'est un très bon signe sur la capacité à fixer les prix. Les marges nettes sont aussi très stables, elles sont très légèrement baissées, mais bon, c'est quand même très stable, on voit on est autour de 30%, très bien. Et les marges sur flux de trésor, elles par contre, elles sont bien baissées. Donc l'entreprise a peut-être monté ses capex, elle a peut-être les inventaires qui montent, il faudrait voir au niveau des livraisons, etc. Parce que quand ils fabriquent, évidemment, on a aussi de l'inventaire à gérer. On est toujours en positif, donc on n'a pas non plus de problème de trésorerie, mais clairement, ça a baissé. Si vous faites une analyse complète, sachant que personnellement, avant de décider d'acheter une entreprise, c'est énormément de travail parce que je ne mets pas mon argent comme ça juste parce que j'ai entendu à gauche ou à droite que c'était un bon titre, c'est pas du tout mon style. Et donc là, souvent ce que je fais dans ces vidéos, vu que c'est pas des analyses complètes et qu'on regarde juste les résultats, je vous donne des idées de choses à aller regarder. Dans ce cas-là, allez voir pourquoi le flux de trésorerie disponible a baissé. Est-ce que c'est au niveau des capex, donc les investissements pour maintenir les activités de l'entreprise et pour se développer? Est-ce qu'il s'est passé des choses sur l'inventaire? Aussi regarder les paiements à recevoir, etc. En gros, regarder la trésorerie. On continue, justement, sur ce flux de trésorerie disponible qui a baissé, on constate qu'ils peuvent toujours payer le dividende. Par contre, c'est très intéressant. Regardez, l'entreprise rachetait les actions. Ils viennent de fortement ralentir le rachat d'actions en même temps que le flux de trésorerie disponible a baissé. Donc ça me dit deux choses. Les flux de trésorerie sont en train de baisser et c'est pas un truc sur 6 mois. Hein. Si vous regardez, là, ça remonte à fin 2021, donc ça fait quand même 3 ans. Le dividende, ils veulent a priori pas le baisser. On va regarder plus tard le dividende et ils ont l'air même de l'augmenter. Par contre, regardez, le rachat d'actions a vraiment diminué, tout simplement parce que d'un point de vue de la trésorerie, ils ne peuvent pas se le permettre. Et là, ça vous montre une entreprise qui est quand même bien gérée. Si vous prenez le dividende et le rachat d'actions, vous êtes exactement à 2,99. Si vous amusez à faire l'addition, là de tête, ça a l'air exactement ça. Donc l'entreprise est vraiment en train de gérer sa trésorerie et ne va pas s'amuser à lever du cash ou à faire des folies pour payer son dividende. En tout cas, c'est pour l'instant le cas. Si les flux de trésorerie continuent à baisser encore un tout petit peu, on pourra peut-être plus payer le dividende. Donc à surveiller de près, parce que s'ils ne peuvent plus payer les dividendes, il faudra le couper, parce que s'ils ne le coupent pas, ça veut dire que l'argent vient d'ailleurs. Mais ce n'est pas encore le cas, les flux de trésorerie disponibles pourraient très bien remonter. Et d'ailleurs, si vous faites votre analyse complète, ça c'est des infos que vous trouverez dans le document des résultats annuels. Vous pouvez le recalculer à la main s'ils ne vous donnent pas les flux de trésorerie disponibles, qui viennent juste d'être publiés. Là, on est sur les chiffres d'il y a 6 mois, l'entreprise ne publie que 2 fois par an. Et si on regarde donc les derniers chiffres qu'on avait eus, ils ont assez de cash pour rembourser leur dette long terme. Et s'ils consacraient tout le flux de trésorerie disponible à payer la dette, il leur faudrait moins de 2 ans. Donc encore une fois, c'est propre sur le papier, l'entreprise a l'air bien gérée. Je voulais qu'on regarde ensemble le dividende. On a un rendement actuel de 0,84% et on voit que globalement on se balade au plus bas entre 0,5 et au plus haut on est monté jusqu'à 1,5. Donc le rendement est plutôt en ligne avec les moyennes historiques si on achète le titre aujourd'hui. Par contre, regardez l'augmentation du dividende. Sur 5 ans, ils vont l'augmenter de plus de 23% par an. Ils sont en train de très fortement augmenter le dividende. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à le faire? C'est extrêmement intéressant. Là, je vous fais la vidéo en direct comme d'habitude, parce que ça me permet de découvrir les choses avec vous et je sais que vous aimez bien les réactions un petit peu à chaud et de voir aussi ma réflexion quand j'avance dans les choses. Et bien si je retourne voir le graphique de tout à l'heure, donc, et bon, on se rend compte qu'à un moment, il va quand même falloir bien gérer la trésorerie pour pouvoir payer ce dividende qu'ils ont l'air d'aimer augmenter dans le temps. L'entreprise sur 10 ans, elle fait beaucoup mieux que le S&P 500 et si je la ramène sur le plus court terme, le S&P 500 ferait un petit peu mieux, mais si je me mets sur 4-5 ans, honnêtement, vous voyez, on est à peu près en ligne, à peu près dans les mêmes pourcentages. Par contre, sur le long terme, rien à dire. L'entreprise a fait beaucoup mieux que le S&P 500 et bravo à cette entreprise. Elle a fait les bonnes choses, elle a innové, elle a su capturer un marché, donc franchement, félicitations. Petit point que je voulais mentionner, je ne le fais pas souvent, mais là j'étais quand même à 0,01 au niveau des personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui sont propriétaires de l'entreprise. On est pratiquement à 0, donc c'est pas une entreprise dans laquelle il y aurait encore les personnes qui ont fondé l'entreprise. Et généralement, quand je vois ce genre de choses, la seule chose que ça fait me dire, c'est aller vérifier que la direction est alignée avec les objectifs long terme des investisseurs et non pas avec leurs objectifs court terme. C'est vrai que j'en parle pas souvent sur la chaîne, mais vous avez beaucoup d'anciennes entreprises qui sont gérées tout simplement par des personnes qui ont été nommées. Et ces personnes, très souvent, elles vont peut-être racheter des actions pour faire remonter les bénéfices par action, pour obtenir leurs stock options, donc leur paiement en actions, etc. Et on va parfois, voire même souvent dans certaines entreprises de certains secteurs que je ne citerai pas dans cette
cette vidéo, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, ils ont tendance à en gros un petit peu penser à eux et pas trop penser au long terme. Donc ça fait des décisions à 3 mois, 6 mois, 9 mois et ça fait pas des décisions à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et là ce que j'aime bien c'est que malgré qu'on n'ait pas d'insider, eh bien l'entreprise a quand même eu une vision assez long terme à aller chercher des nouvelles technologies et à se rendre indispensable pour l'intelligence artificielle, pour tous les composants électroniques, nos téléphones, nos ordinateurs. Donc bravo, et il faudrait aller évidemment si un jour vous achetez l'entreprise, étudier la direction, écouter toutes les conférences pour les investisseurs pour vraiment essayer de sonder quelle est leur perception du business dans le futur. Au niveau des valorisations, et après on va aller faire même une projection pour vous montrer un petit peu ce que je pense du prix actuel, sachant que j'ai du mal à me projeter parce que justement la croissance, même eux, ils ont du mal à nous dire quelle sera la croissance l'année prochaine. Donc, bonne chance pour le savoir nous-mêmes. On a un PER qui se balade autour de 38 récemment. Donc, entreprise qui avait quand même beaucoup de croissance sur ces dernières années, qui a des bonnes marges. Pourquoi pas en soi si la croissance continue et si les marges continuent. Mais là, justement, je vais vous montrer ma valorisation après, mon fichier Excel, parce que justement, j'ai beaucoup de mal à savoir ce qui va se passer, puisque même eux, ils ne savent pas trop savoir. Bon, on est quand même pas loin des 40, on a eu un pic il n'y a pas longtemps à plus de 50, et historiquement, vous voyez que si je remonte avant 2020, on était plutôt entre 20 et 30. Donc je pense que la valorisation, c'est clairement apprécié. Ensuite, si on va voir le prix par rapport au chiffre d'affaires, on est, alors attendez, je descends si Internet veut bien charger, on est à plus de 10. Bon, on a des marges, on a de la croissance, mais ça reste un peu élevé sur le papier quand même, à mon goût. Et je vous dis ça parce que instantanément, dans ma tête, je compare avec des autres business que je connais, qui ont par exemple des revenus récurrents, et là, on peut peut-être justifier des plus grosses valorisations, ou alors des entreprises qui ont beaucoup d'adoption, beaucoup de courbes en S actuellement, avec une part de marché qui va certainement beaucoup monter dans le futur, alors que là, est-ce que la part de marché va monter? Est-ce que le total addressable market, donc est-ce que le marché global va monter? C'est beaucoup plus dur à dire pour moi. Donc quand je vois les valorisations, effectivement, c'est un petit peu plus difficile. Et là, on est à plus de 90 pour le prix par rapport au flux de trésor. Mais n'oublions pas que le flux de trésor s'est écroulé. Donc pas étonnant que ça monte, mais bon, il est élevé quand même. Maintenant, si on se fait un petit fichier de projection rapidement. Donc j'ai pré-rempli toutes les données. Et la question que j'ai, c'est quelle est ma croissance sur les 5 prochaines années? Ils viennent de faire en gros une quinzaine de pourcents par an. Mais je rappelle que la direction, l'année prochaine, ils nous disent qu'ils seront entre plus 6 et plus 23%. Même la direction n'est pas capable de nous le dire. Comment moi, en tant qu'investisseur qui ne travaille pas chez ASML, pas chez TSM, pas chez Nvidia, comment je vais prévoir ça? Je me dis, bah, ça va monter, mais de combien? Et c'est là que souvent on me dit, mais comment tu trouves les croissances futures? Eh bien, c'est un peu au cas par cas. Si on est sur des entreprises extrêmement matures, des Apple, je ne sais pas moi, des Coca-Cola, des ce que vous voulez, des Walmart, donc des business vraiment matures, même si Apple, il y a un petit peu d'innovation, mais bon, la croissance, elle est quand même lente et elle est assez constante. On est un petit peu cyclique, mais on arrive à le déterminer. Donc on peut se dire, bon ben voilà, ils vont nous faire du 6-8% par an parce que le marché global de l'électronique fait ça, ou le marché de l'alimentaire fait 6% par an si on pense à Coca-Cola. Si on est sur les entreprises un petit peu plus dures à valoriser, comme Tesla, eh bien là, on peut aller déjà écouter ce que nous dit la direction. On peut aussi, par exemple, pour Tesla, aller regarder le nombre total de voitures vendues par an, le prix moyen par voiture. On peut ensuite estimer combien de parts de marché vont être prises l'année prochaine et donc on arrive à trouver des choses. D'ailleurs, je suis en train de bosser sur un fichier de valorisation complet sur Tesla extrêmement poussé qui sera différent de celui-là parce que c'est une entreprise tellement unique que je suis obligé de la valoriser différemment avec un fichier que je suis en train de créer. Ça me prend beaucoup de temps, mais un jour, je vous le montrerai. Enfin bref, revenons à nos moutons et vous avez déjà un peu compris ma conclusion, je pense. Là, à SML, je ne sais pas du tout quoi mettre. Bon, je vais mettre 15% juste pour qu'on essaie de comprendre ce que va nous faire le marché ou en tout cas ce que le marché est en train de valoriser. Donc si je nous mets un petit 15% par an, c'est ce qu'ils ont fait, c'est beaucoup, hein, qu'on ne va pas se mentir, mais s'ils arrivent à le faire, tant mieux. Et au niveau des marges, je crois qu'on était autour de 25-26% historiquement, on va se mettre à 26 de partout. Et si je vous ramène ça jusqu'au bout, ça nous met à 670 $. Je découvre en même temps que vous pour vous dire, je ne sais même pas combien, je me souviens plus plutôt, le cours actuel de l'entreprise, 720. Donc ce serait un tout petit peu cher. Encore une fois, le truc, c'est que je suis incapable, là, je fais une réaction à chaud, je suis incapable de savoir si l'entreprise va faire 15% par an de croissance sur le chiffre d'affaires. Et au niveau de la marge, 26%, bon, ça, on peut s'en douter parce qu'ils arrivent à le faire historiquement. Mais là, si je change la croissance, ça va changer tous mes chiffres et je ne suis pas capable de le mettre. Donc moi, personnellement, en tant qu'investisseur, je ne suis pas à l'aise en fait, parce que je ne comprends pas le marché. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, c'est votre analyse, votre prévision. Si vous pensez qu'ils vont faire ces 15% de croissance, eh bien peut-être qu'on est sur un niveau intéressant. À savoir que ce prix à payer aujourd'hui, il est en demandant un retour sur investissement minimum de 10% par an, votre discount rate. J'estime que dans le futur, c'est un business qui pourra être payé par le marché 25 fois les bénéfices, peut-être un peu plus, et tant mieux. On aura un meilleur retour sur investissement, mais je suis prudent, 25 fois, je pense que c'est déjà bien payé, surtout
si la croissance ralentit, et je pense que tenir 15% de croissance par an pendant autant d'années, je dis pas que c'est impossible, mais j'en ai aucune idée, donc je suis prudent. Et donc ça m'amène honnêtement sur un prix à payer qui n'est pas déconnant. Et je pense que ce que le marché est en train de faire, c'est qu'il est en train de regarder ce qui s'est passé dans le passé. De toute façon, même la direction, elle ne sait pas ce qui va passer dans le futur parce qu'ils nous disent de plus 6 à plus 23. Donc bon, quand la direction ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'investisseur? Et si je remplis ce qui s'est passé dans le passé, là, 14,94 et je nous mets 15 par an et je nous mets des marges constantes, j'arrive à ce prix à payer qui est à peu près le prix que donne le marché actuellement. Donc ça a l'air d'être valorisé assez raisonnablement. Et si vous comprenez l'entreprise, si vous êtes dans le secteur, si vous arrivez à comprendre où va aller le potentiel de vente de ces machines qui sont des machines assez uniques, eh bien peut-être pourquoi pas faire votre analyse complète. Ce qui nous amène à notre conclusion. Très belle entreprise européenne, certainement une de mes favorites dans cette zone géographique. Je vous l'ai déjà dit à l'époque. J'ai vu aussi d'autres très belles entreprises. On pense à LVMH, à Schneider Electric que j'avais fait aussi il n'y a pas longtemps en vidéo. On a des très beaux business. Là, le problème que j'ai, c'est que bon, la valorisation est peut-être un tout petit peu élevée, mais je vous l'ai dit, elle ne me choque pas. Si des gens rentrent dedans, sur ces niveaux de croissance et de marge, s'ils arrivent à les tenir, et si vous pensez dans votre analyse qu'on va les tenir, bravo à vous pour la compréhension du business. Et votre analyse, c'est pas la mienne. Ici, je vous partage juste mes chiffres. Du coup, très belle entreprise, quasi monopole, bonne marge, chiffre d'affaires cyclique. Vous avez vu, on a eu une petite baisse, ça repart, mais clairement, ils suivent ce que font les clients en face. Et si on se prend une récession et que les clients ne peuvent plus changer leur téléphone, leurs ordinateurs et leurs voitures et leur appareil électroménager, évidemment que ces business vont avoir un peu de difficultés sur le court terme. Et un petit peu comme Nvidia, en fait, j'ai personnellement du mal à comprendre la demande. Même en interne, ils ont du mal à la comprendre. Donc moi, investisseur particulier en externe, bonne chance. Je n'ai pas d'avantage compétitif. Je suis ingénieur industriel au départ, mais je ne connais pas ces machines. Quand on me parle de grosses usines qui font des voitures, quand on me parle de revenus récurrents dans la tech, etc., j'arrive à me projeter. J'arrive à trouver un marché adressable, à imaginer les parts de marché qu'ils vont prendre, etc. Là, le marché adressable, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Les commandes, il n'y a pratiquement que qui les connaissent. Ils parlent directement avec leurs clients et ils n'ont pas tant de clients que ça. C'est vraiment les entreprises qui vivent dans un petit monde. Donc moi, investisseur particulier, comment je fais pour estimer la croissance, les marges, etc. Eh bien, je me base sur ce qui s'est passé avant, mais je ne suis pas du tout serein. Et donc, je ne me vois pas investir dessus parce qu'en fait, je ne comprends pas. Et si je ne comprends pas, je ne dors pas sur mes deux oreilles, et si je ne dors pas sur mes deux oreilles, je ne mets pas d'argent. On a le droit de se tromper, mais l'avantage, c'est que quand on se trompe, on sait pourquoi et on progresse. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur le portefeuille. Quand je vois le retour sur investissement depuis pas mal d'années, en fait, j'ai réussi à le faire tout simplement parce que j'ai compris les entreprises et je tiens mes positions, je vends de moins en moins, je conserve la qualité, j'ai des gros risques asymétriques. Le plus que je puisse perdre sur une entreprise si j'ai tort, c'est la mise. Le plus que je peux gagner, c'est des multiples extrêmement élevés. D'ailleurs, on a beaucoup de titres qui se sont fortement appréciés. Donc au final, je suis obligé d'être sélectif, de mettre ce que je comprends pour dormir sur mes deux oreilles. J'ai très peu de place en portefeuille, donc je suis obligé de passer mon tour à ce prix. Par contre, je vais continuer à la suivre, car si la valorisation baisse déjà, pourquoi pas en reparler. Et je pense aussi aux personnes qui sont intéressées par le PEA. Je comprends l'intérêt que vous portez à cette entreprise, parce que trouver des entreprises de très grande qualité à un prix qui n'a pas l'air non plus déconnant, comme je vous l'ai montré encore une fois, eh bien je pense que c'est pas si simple que ça à trouver pour mettre dans un PEA. J'espère que je vous aurai transmis assez de positivité sur l'entreprise. Ce n'est pas parce que moi je ne la comprends pas que je pense que c'est une mauvaise entreprise. Bien au contraire, je pense que tout le long de la vidéo, j'ai essayé de vous montrer que c'est un très beau business. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. En plus, je suis content parce qu'en ce moment, il y a les résultats. Donc déjà, je peux passer beaucoup de temps à les analyser. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je pense que vous voyez que je prends du plaisir à faire ces vidéos. En plus, j'ai fini un gros travail de fond dans le programme. Je vais vous en reparler dès demain et toute la semaine prochaine. J'ai rajouté un module. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc je vous en parlerai un petit peu plus. Et donc c'est une très bonne nouvelle parce que je peux consacrer déjà beaucoup de temps aux membres qui nous ont rejoints. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire la chaîne YouTube clairement. Et en plus, je relibère du temps aussi bien pour YouTube que pour les vidéos dans le programme, etc. Donc plutôt des bonnes nouvelles et clairement du positif en ce moment. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.